complexe de la fondation de l'Université de médecine de Montpellier. Et tous les mots portent, et vous verrez que les choses ne sont pas toutes simples. Et on a cité Gérald Schank, qui est le secrétaire du comité du 8e centenaire. Il y a aussi de longues discussions qui ont eu lieu avec notre secrétaire perpétuel. Nous avons tout pesé dans tous les sens et vous verrez le résultat de toutes ces discussions. En effet, ici, vous avez une représentation de ce qui se passait de l'autre côté du mur en 1921, avec un an de retard, pour le 7e centenaire de la faculté, avec le doyen Derrien, et puis avec Alexandre Mitterrand, qui était à l'époque le président de la République, et qui d'ailleurs a été obligé et contraint de démissionner 3 ans plus tard. Et 30 ans auparavant, eh bien, sur ce tableau de Max Lénard, qui est au rectorat, vous avez un aperçu des fêtes du centenaire, du 6e centenaire de l'université. On se dit, l'université, la faculté, qu'en est-il? Vous voyez ici Sadi Carnot, qui lui sera assassiné 3 ans plus tard. Alors ne le répétez pas Emmanuel Macron, parce que ça risque de le décourager. Ça risque de le décourager de venir nous congratuler, si l'on peut dire, avec donc cette fête au Pérou qui fut une grande fête. Donc il est important et intéressant d'essayer de comprendre comment les choses se sont passées, quelle est la réelle signification des choses et de l'événement. Alors si vous voulez, on va procéder en 3 étapes. D'abord de voir le contexte religieux, géopolitique, intellectuel de l'époque. Ensuite de voir les faits. Et puis enfin de les interpréter. Vous verrez que ce n'est pas le plus simple. Et puis d'essayer de voir donc justement quelle a été la portée, quelles ont été les conséquences sur l'histoire de l'école de Montpellier. Alors tout d'abord, le contexte. Contexte religieux d'abord, parce que nous sommes en 1220 avec une fondation de l'université de médecine qui va se faire par un légat du pape. Et donc il est normal de commencer par comprendre exactement quelle est la situation religieuse de l'Occident. Et vous le savez, 1220, c'est vraiment la période de l'apogée de la chrétienté dans tous les sens, religieux, politique, culturel. Et tout ceci est incarné notamment par quelqu'un qui vient de mourir en 1220, 4 ans auparavant, qui est le pape Innocent III, qui est un des plus grands papes du Moyen-Âge, avec une vue extrêmement large, une culture très grande, une énergie redoutable, et qui, pendant 18 ans, puisqu'il a été élu jeune en 1198 et il va mourir en 1216, va opérer finalement beaucoup de révolutions, d'évolutions, de concrétisation dans l'histoire de l'Église à ce moment-là. Et on peut dire que l'apogée du pontificat d'Innocent III, ce sera le 4e concile de Latran, 1215, qui est considéré comme écuménique par l'Église catholique, qui réunit beaucoup de prélats à Rome au palais du Latran, et qui va avoir plusieurs dimensions. D'abord une dimension théologique, en réaffirmant, en refaisant la synthèse de toute la théologie des siècles précédents, et en affirmant notamment contre ce qu'il estime être la grande menace du moment, qui est notamment, et on va y revenir, l'hérésie albigeoise. Dans cet approfondissement doctrinal, il va y avoir notamment toute une théologie des sacrements, et notamment de 3 de ces sacrements. D'abord, la communion, avec l'affirmation solennelle de la présence réelle qui, jusqu'à présent, avait été lentement assimilée par l'Église, mais qui va être solennellement proclamée pour la première fois. Avec la théologie de la confession également, et le passage de plus en plus d'une confession publique, telle qu'on en avait l'usage auparavant, à la confession privée, auriculaire, comme on dira, avec un confesseur tenu au secret, et également théologie du mariage, dont on confirme qu'il est bien un sacrement, et qui est basée sur l'accord libre, sur la volonté libre des 2 époux, et notamment de l'épouse, ce qui détonne un peu dans la société de l'époque. C'est donc le versant théologique. Le versant, on pourrait dire pastoral, qui en découle, c'est l'obligation qui est faite de la communion pascale, faire ses Pâques, et c'est une obligation qui persiste encore aujourd'hui, de la confession annuelle, et puis un approfondissement des règles de célébration
du mariage. Et ce côté pastoral se complète d'un côté disciplinaire, luttant contre la corruption des mœurs du clergé, parce que le pape est bien sûr parfaitement conscient que ce qui menace l'autorité de l'Église, ce ne sont pas simplement des problèmes politiques, mais c'est aussi la discordance qu'il y a entre le comportement des clercs, avides de richesse, avec une vie morale souvent assez dissolue, et ce qu'est en droit d'attendre le peuple chrétien, et avec un certain nombre de prescriptions, et enfin un volet, on pourrait dire strictement politique, validant la croisade qui vient de se dérouler contre les Albigeois, validant donc les transferts de souveraineté qui se sont produits, et prônant une nouvelle croisade contre les musulmans, mais croisade qui, pour le moment, ne se produira pas. Donc ce concile du Latran est vraiment un résumé du pontificat d'Innocent III, pontificat qui sera marqué aussi par l'émergence des ordres mendiants. Et vous avez ici une représentation célèbre qui montre le pape dans son lit là-bas, qui voit en songe un homme qui soutient le palais du Latran qui est en train de s'écrouler. Cet homme, il le rencontre très peu de temps après, c'est François d'Assise, dont il approuve verbalement les constitutions de l'ordre des franciscains. Et puis également, vous savez que dans le contexte de la croisade des Albigeois, la forte personnalité de Saint Dominique émerge. Vous avez ici une représentation du miracle de Fangeau, dans lequel les livres des hérétiques brûlent, alors que les œuvres de Saint Dominique flottent au-dessus des flammes, et ceci, bien entendu, avec tout ce que on a pu broder tout autour. Alors en fait, je vous l'ai dit, Innocent III meurt très peu après le Concile du Latran, le 4e Concile du Latran, et son successeur, bien les cardinaux, le prennent un peu à l'opposé. Quand Innocent III a été élu, il était tout jeune, là ils prennent un vieillard. Innocent III était une forte personnalité. Odorius III est quelqu'un qui a, on pourrait dire, rasé les murs, si j'ose dire, pendant tout le pontificat précédent, et qui pourtant va continuer exactement ce qu'avait fait Innocent III, et notamment, il va approuver solennellement les constitutions des dominicains, celles des franciscains, et il va poursuivre la politique, on pourrait dire la géopolitique de son prédécesseur. Et donc, il faut en venir un peu à l'état du monde à l'époque. Eh bien, l'état du monde à l'époque, alors cette carte réfère à un statut un tout petit peu postérieur à la période, mais les grandes idées y sont, si on balaie de l'Orient vers l'Occident. On vient de parler de ce qui se passe dans les principautés latines, dans les États latins du Moyen-Orient. Et on sent bien que les choses sont compliquées. Si on se rend du côté de l'Empire byzantin, les choses sont encore plus complexes. Parce qu'en 1204, l'avidité des Vénitiens a détourné la 4e croisade vers Constantinople, avec le sac de Constantinople, avec le renversement de l'Empire d'Orient, et son remplacement par un empire latin de Constantinople, qui comprend une grande partie de ce qui est resté de cet empire, mais avec des Grecs qui ont essayé de faire des États à charge de revanche, je dirais, l'empire de Trébizonde, l'empire de Nicée ou le despotat d'Épire qui sont ici, et on sent bien que la situation là aussi est instable avec les Grecs qui ont une rancœur qui dure d'ailleurs très largement encore contre l'Église et contre les Occidentaux, et avec, bien entendu, les puissances musulmanes qui sont armées et qui vont progresser rapidement, comme vous le savez. Si on continue à basculer vers l'Occident, nous avons un bloc central avec le Saint-Empire germanique, les États de l'Église, le royaume de Sicile. Alors le bloc germanique, bien sûr ce n'est pas un État unitaire, et d'ailleurs à l'époque d'État unitaire vrai, il n'y en a pas vraiment, mais cet empire constitue un bloc linguistique, un bloc culturel qui vient mordre jusque dans la péninsule italienne, dans les républiques du nord de l'Italie et au contact direct des États du pape. Et au sud,
vous avez le royaume de Sicile, qui a été conquis par les Normands sur les Sarrasins, royaume de Sicile, qu'on pourrait dire Sicile des deux Siciles, c'est-à-dire la Sicile maritime, insulaire, qui est la Sicile au sens strict, et puis le royaume de Naples, qui est la Sicile continentale, d'où ce terme de royaume des deux Siciles. Et ce royaume de Sicile va finalement, comme on dit parfois, tomber en quenouille, et c'est l'héritière du royaume de Sicile qui va épouser Henri VI de Hohenstaufen, qui est le titulaire du empereur donc, du Saint-Empire germanique. Autrement dit, les États de l'Église se trouvent pris en tenaille entre le Saint-Empire en haut, le royaume de Sicile en bas, et le successeur d'Henri VI, qui est tout jeune alors et qui n'est autre que Frédéric II de Hohenstaufen. On sent très bien qu'il aura à donner du fil à retordre aux États de l'Église qui se retrouvent pris un peu au piège. Continuons donc la bascule. Voilà Frédéric II, qui est en train de grandir et qui, vous savez, est une très forte personnalité, mais évidemment, on n'a pas le temps de trop détailler. Et puis, continuons donc la bascule vers l'ouest. Il y a le royaume de France, qui est en train de se constituer, avec, on va y revenir, la guerre du Nord vers le sud, les problèmes liés à la croisade des Albigeois, et puis, il y a la sphère espagnole. Et la sphère espagnole vient de remporter les États chrétiens d'Espagne, pour une fois unis, viennent de remporter une victoire indiscutable à Las Navas de Tolosa, en 1212, qui marque bien qu'il est inéluctable qu'il y ait une reconquête complète de l'Espagne. Reconquête complète, vous avez ici un tableau représentant donc cette fameuse bataille de Las Navas de Tolosa, et qui se conclura, vous le savez, en 1492, finalement par la chute du royaume de Grenade, avec Boabdil qui rend les armes et qui part en pleurant avec sa mère qui lui dit « Ne pleure pas comme une femme, un royaume que tu n'as pas su défendre comme un homme ». Et voilà donc, on sent bien que l'Espagne va redevenir terre chrétienne et qu'il y a donc une bascule, si vous voulez, de l'axe géopolitique de l'Orient vers l'Occident. Et revenons donc à ce qu'il y a entre, qui nous touche de près, la région ici. Alors vous voyez que c'est une mosaïque et une structure qui est assez compliquée, bien sûr dominée par le comté de Toulouse, soit directement c'est le vert foncé, soit avec les vassaux qui sont le vert plus clair, et puis le royaume d'Aragon qui a aussi beaucoup d'alliés, de vassaux, pardon, dans la région, dans la zone. Et cette zone, évidemment, pose la question du statut de Montpellier. Et vous voyez que Montpellier est donc mis dans la sphère aragonaise, puisque vous savez que les choses ont évolué de façon assez compliquée. Voilà l'état des seigneuries lorsque, en 1213, c'est donc tout récent, à la bataille de Muret, il se produit finalement la victoire définitive des seigneurs du Nord sur le Midi, la perte de la souveraineté des puissances méridionales et même la mort de Pierre II d'Aragon. Alors Montpellier. Eh bien Montpellier, l'histoire de Montpellier est aussi dominée par celle de l'évêché de Babylone, sachant que le comte de Melgueil, quelque temps auparavant, avait donné, fait hommage de son comté au Saint-Siège, qui avait chargé l'évêque de Babylone d'en être l'administrateur. Donc, une implantation politique du Saint-Siège directement dans cette région du Languedoc. Et lorsque vous regardez la cathédrale de Maguelone et que vous entrez à Maguelone, le portail porte à droite Saint-Pierre, à gauche Saint-Paul, marquant bien ce lien étroit qu'il y a avec la papauté, et à plusieurs reprises, les papes viennent se réfugier à Maguelone parce que des antipapes leur font des misères à Rome, ou quelquefois ils passent spontanément, tel Urbain II, montant au concile de Clermont, et qui va consacrer le maître-autel de Maguelone en passant. Donc, de l'actuelle cathédrale.
Donc une zone qui est sous suzeraineté pontificale et qui, Montpellier, qui va rester fidèle, notamment pendant toute la période des Albigeois, qui va rester fidèle au Saint-Siège. La seigneurie de Montpellier voit émerger la famille des Guillens, qui théoriquement sont dans une relation de vassalité plus ou moins nette vis-à-vis des évêques de Maguelone, mais avec une distinction quand même assez nette. Et le dernier des Guillens, Guillen VIII, a un fils, Guillen IX, qui ne va régner que très peu de temps, qui d'ailleurs n'est pas directement reconnu parce qu'il y a des problèmes familiaux assez compliqués. Et c'est finalement la fille aînée de Guillen VIII qui recueille la seigneurie de Montpellier et qui va épouser l'héritier d'Aragon, ce Pierre II dont je vous ai dit qu'il était tué à la bataille de Muret. Et puis vous savez que l'union de ces deux personnages, qui était bien sûr une union politique, va être assez complexe et qu'il va en sortir Jacques le Conquérant. Mais ceci est une autre histoire. Toujours est-il qu'avec ces bouleversements de seigneurie à Montpellier, eh bien, le pouvoir des consuls émerge. Et vous avez une représentation ici du sceau des 12 consuls de Montpellier qui vont devenir donc les vrais responsables politiques de la ville. Autrement dit, si on fait la synthèse de toute cette géopolitique, on peut dire qu'il y a une tendance à la bascule vers l'ouest, qu'il y a une zone qui est vraiment la zone centrale, avec des états de l'Église qui se trouvent dans un certain état d'instabilité, et la nécessité logique pour le Saint-Siège de s'implanter fortement dans la région, et le point le plus fidèle, c'est Montpellier, c'est Maguelone, et tout ce qu'il y a au voisinage. Voilà la synthèse donc, que je voulais vous donner. Maintenant, tableau intellectuel. Eh bien, tableau intellectuel, la science, pendant longtemps, pendant de nombreux siècles, après l'écroulement de la science antique, eh bien, cette science va se réfugier dans les monastères, y compris d'ailleurs la médecine, qui va être une médecine extrêmement charitable, mais relativement peu scientifique, enfin, le terme de scientifique, évidemment, peut être sujet à bien des discussions. Mais cette médecine des monastères a aussi quelques titres de gloire, et on ne peut que rappeler le nom de Sainte-Hildegarde. Sainte-Hildegarde, dont encore les conseils médicaux sont suivis par certains aujourd'hui, avec, semble-t-il, dit-on, des résultats non négligeables, et Sainte-Hildegarde qui a une vision extrêmement unitaire de la science, parlant médecine, mais parlant aussi cosmologie, parlant théologie, et c'est évidemment un grand personnage qui est conseillère des papes, qui est donc un personnage de la chrétienté extrêmement important. Mais il y a également l'émergence, pour ce qui est de la médecine, d'une médecine scientifique. Cette médecine scientifique qui se base sur la redécouverte des écrits de l'Antiquité, écrits de l'Antiquité que l'on va avoir à travers des traductions de l'arabe. Et dans ces traductions, vous avez notamment le monastère de Mont-Cassin, qui joue un très grand rôle, avec un personnage tel que Constantin l'Africain, qui est né probablement musulman en Tunisie, qui est passé et devenu moine au Mont-Cassin, et qui sera un grand traducteur, l'un des grands traducteurs, permettant la réinsertion de l'héritage antique, même si c'est à travers des traductions avec toutes les adultérations que ça peut représenter, qui donc va permettre la récupération de l'héritage antique par l'Occident. Et ce qui caractérise cette époque, c'est donc, pour ce qui est de la médecine, la constitution d'un certain nombre d'écoles, dont l'une des plus célèbres est celle de Salerne. Il faut bien comprendre quelle est la structure de l'école de Salerne. Ce n'est pas une université telle qu'on va la constituer à Montpellier, ce n'est pas quelque chose qui a une reconnaissance par les pouvoirs publics, et notamment par l'Église. C'est une coexistence de maîtres, et d'ailleurs quelquefois de maîtresses, puisqu'il y a des femmes qui enseignent, par exemple Trotula, qui enseigne la gynécologie, mais on dirait de façon informelle, chaque maître ayant des élèves, et chaque élève pouvant dire « j'ai étudié la médecine sous tel et tel maître », ce qui est une garantie, mais ce qui n'est pas un diplôme. Et en fait, avec le mouvement d'urbanisation en cours, ce qui va se produire, c'est progressivement l'émergence de ce concept d'université qui est quelque chose de très progressif.
Au départ, vous avez des écoles qui, lorsque les centres urbains se développent, vont être des écoles cathédrales avec un écolâtre qui va chapeauter un peu l'enseignement. Et puis, lorsque la population estudiantine augmente, se pose la question, notamment, de la juridiction qui va les prendre en charge. Et en 1200, à Paris, Philippe Auguste va décider, à la suite d'une émeute d'étudiants, que les universitaires, tant maîtres que élèves, vont avoir le fort ecclésiastique, le privilège du fort ecclésiastique, c'est-à-dire de relever de la juridiction de l'Église et non pas des puissances civiles. Et en 1215, à Paris, un légat du pape, Robert de Courson, va énoncer ce que l'on considère comme la fondation de l'Université de Paris en donnant des statuts, et des statuts qui, dont d'ailleurs une partie a été perdue, des statuts qui vont essayer de préciser les rapports entre les maîtres et les élèves, et surtout sur les statuts de Paris, vont insister sur le contenu de l'enseignement, parce que les statuts de l'école parisienne sont essentiellement dirigés vers la philosophie et la théologie. Il y a quelques médecins, il y en aura quelques-uns au fil du temps qui vont essayer de s'organiser. On emploiera d'ailleurs le terme de faculté, mais on ne va pas compliquer le vocabulaire pour le moment. Et sur Paris, donc, on a, en 1215, une structure qu'on peut dire universitaire au sens médiéval, c'est-à-dire moderne, si j'ose dire, des choses. Et puis d'autres universités existent, Bologne par exemple, mais qui est très axée, Bologne, sur le droit. Et finalement, il existe au départ une sorte de semi-spécialisation des différents centres. Et on va arriver donc, finalement, à Montpellier. Alors en fait, Montpellier a une tradition médicale. En 1220, il y a déjà un long passé. Et on a, tout au long du XIXe siècle, un certain nombre de témoignages. Alors vous verrez que, et j'y reviendrai, quand on dit des témoignages, ce ne sont pas des volumes et des volumes, ce sont des textes épars. Et ce sont des textes épars qui sont indiscutables, mais pour lesquels les sources sont quelquefois un petit peu discutables. Alors il y a, on répertorie Adalbert de Mayence, Héraclius de Montboissier, Jean de Saint-Exupéry, qui témoignent de l'importance de la science médicale à Montpellier. Il y a des médecins de Salerne qui passent à Montpellier, Gilles de Corbeil par exemple, qui se fait recevoir à coup de pierre, disons en tout cas, fort mal recevoir par les Montpelliérains. Et puis, il y a bien sûr la place des Juifs et des Arabes. Alors, pour les médecins juifs, il y a des centres juifs importants à Montpellier. Il y a une école rabbinique à Lunaire, avec les Thibaudides, et il y a donc un certain nombre de médecins juifs qui exercent, et qui en plus ont des relations sur tout le pourtour méditerranéen, qui leur permet de véhiculer assez facilement les ouvrages arabes, de présence physique arabe à l'époque. Dans la sphère languedocienne, il y en a très peu. Par contre, évidemment, il y a une influence importante de la médecine juive. Donc Montpellier a indiscutablement une réputation médicale. Et cette réputation médicale, le seigneur de Montpellier, Guillaume VIII, dont je vous ai parlé tout à l'heure, va essayer de la consacrer par un édit de 1180 ou 1181, selon que vous adoptez ou non l'ancien calendrier, puisqu'à l'époque, l'année commençait souvent à Pâques, ce qui fait que les deux dates sont valables, donc début 81, si vous voulez. Et cet édit de 1180 de Guillaume VIII va dire que finalement, il garantit que pour l'avenir, tout le monde sera libre d'enseigner et de pratiquer la médecine dans l'étendue de la seigneurie de Montpellier, quoi qu'il advienne pour l'avenir. Je ne vais pas détailler tous ces textes, ça nous amènerait trop loin, mais cette idée fondamentale, c'est qu'il y a une liberté totale et que les maîtres, finalement, chacun défend un peu sa prérogative. Les élèves peuvent aller d'un maître à l'autre et les maîtres peuvent se disputer des élèves et évidemment tous les subsides qui peuvent aller avec. Et c'est alors que arrive à Montpellier, en 1220, le cardinal Conrad d'Urach, qui est un personnage intéressant. C'est un personnage qui est allemand, avec toute la rigueur que cela comporte, mais allemand du Sud, donc un petit peu quand même adouci,
Un personnage intéressant parce qu'il va faire carrière dans l'ordre cistercien, d'abord dans l'abbaye près de chez lui, puis il va devenir abbé de Clairvaux, puis abbé de Cîteaux, et par conséquent, à ce titre, abbé général de l'ordre cistercien. C'est d'ailleurs lui qui, dit-on, prendra la mesure qui fait que dans tous les monastères cisterciens d'aujourd'hui, on chante encore le Salve Regina à la fin des compiles le soir. Il paraît que c'est une mesure de ce cardinal Conrad d'Urach. Alors, à l'époque, il n'est pas encore cardinal, il est abbé général de Cîteaux, et Honorius III va le nommer cardinal évêque de Porto. Porto et Sainte-Rufine. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cet évêché de Porto et Sainte-Rufine? Eh bien, en fait, c'est un évêché qu'on appelle suburbicaire. Suburbicaire, c'est-à-dire la banlieue de Rome, hein, que vous retrouvez dans l'anglais suburb, hein, la banlieue. Ces évêchés suburbicaires sont en fait les évêchés donc, qui sont dits suffragants de Rome et qui font donc partie du clergé de Rome, mais les personnages les plus importants des cardinaux. Puisque vous avez encore aujourd'hui la distinction entre les cardinaux évêques, qui sont ceux qui sont aujourd'hui les plus anciens, les cardinaux prêtres, par exemple le cardinal de Cabrières était cardinal prêtre du titre de Sainte-Marie de la Victoire, et les cardinaux diacres qui sont donc responsables, attitrés, attachés à une diaconie de Rome. Et à l'époque, ça a été la grande invention de l'époque, pour détacher l'élection du pape des élections populaires et de tout ce que ça pouvait représenter de pressions diverses et variées, eh bien, il va y avoir donc cette idée que le clergé de Rome, représenté par les cardinaux, élit l'évêque de Rome, qui est le pape, et aujourd'hui encore, les cardinaux sont symboliquement les représentants du clergé de Rome, élisant l'évêque de Rome. Et donc, Conrad est évêque de Porto et Sainte-Rufine. Il est cardinal évêque, c'est-à-dire, finalement, très relevé, si vous voulez, dans la hiérarchie, et on peut dire qu'il a la pleine confiance d'Honorius III. Voici l'augmentation, là aussi, du XVIIIe siècle. Alors, je vous l'ai montré parce qu'elle est dans l'église de Meßkirch. Clin d'œil, Meßkirch, c'est la patrie de Heidegger, hein, puisque le père de Heidegger était sacristain de Meßkirch. Et vous avez ici un extrait de l'histoire de Languedoc, de Dandevic et d'Anvesette, hein, qui est un ouvrage célèbre du XVIIIe, et qui raconte donc que le pape le nomme à la fin de l'année 1219, cardinal Conrad, évêque de Porto, et qui lui donne le pouvoir d'imposer pénitence aux réguliers qui s'étaient écartés de leur devoir. Et il nomme Conrad pour remplacer le cardinal Bertrand, qui lui est envoyé à la cour de France. Et en fait, on sent bien que le pape tient absolument à ce qu'il y a un légat, muni de pouvoirs les plus larges, et en plus quelqu'un qui a du poids, je vous l'ai dit, et qui en plus est quelqu'un d'indiscutable du point de vue, on pourrait dire, de la moralité. À la fin de sa vie, il dira « j'aurais mieux fait de rester dans mon couvent et de laver la vaisselle ». Ce qui, pour un cardinal évêque, est évidemment assez, à l'époque, du moins, assez remarquable. Et donc, ce légat arrive en Languedoc, il commence à être reçu, il est très mal reçu à Béziers. Et alors, si on lit dans Recette, c'est pour vous montrer la fragilité des documents. Quand on lit dans Recette, il vous raconte que le cardinal Conrad va écrire au chapitre de Narbonne 2 lettres, l'une de Troyes en Champagne le 15 août et l'autre de Chalon-sur-Saône le 30. S'il est à Troyes le 15 août, il a du mal à être le 17 à Montpellier. TGV n'existait pas à l'époque. Et il faudrait donc rechercher les sources. Et vous voyez donc que tout est quand même compliqué, puisque même la fondation de l'Université de Paris, je vous l'ai dit, les statuts initiaux, on n'en a qu'une partie. Alors en fait, le texte que promulgue Conrad, on en a des recensions par différentes sources, et donc la réalité de ce texte est indiscutable. Alors, on va essayer de balayer, on va lire intégralement, mais essayer de comprendre donc les éléments les plus importants de ce texte. D'abord, c'est un acte d'autorité pontificale. Quand vous le lisez, alors ça c'est la traduction qui a été faite par l'abbé Jean Rouquette, je vous ai mis le texte du cartulaire en bas, pour les latinistes d'entre vous qui sont certainement nombreux, et pour vous appuyer sur quelques points qui me paraissent devoir être un peu redressés peut-être dans cette traduction. Conrad, par la miséricorde divine, évêque de Porto et de Sainte-Rufine, et dans le texte, il est bien précisé en plus, et légat du ciel apostolique, apostolique et segdis, legatus, à tous les fils de la Sainte Mère Église. Donc un message universel.
salut dans le Christ Jésus. Alors après, bon, des considérations générales sur les lois, les codes, etc. Donc d'abord, cet intitulé, eh bien, c'est encore celui qu'utilisent les évêques d'aujourd'hui. Quand ils font un acte public, et je parle devant le vicaire général du diocèse, ils sont encore intitulés un tel par la miséricorde divine et l'autorité du siège apostolique, évêque de, etc., etc., etc. On poursuit le texte. C'est pourquoi, du conseil de l'assentiment commun de nos vénérables frères les évêques de Maguelone, Agde, Lodève, Avignon et autres prélats, ainsi que de l'université des médecins de Montpellier, aussi bien docteurs qu'étudiants, nous ordonnons, promulguons, établissons, par une constitution perpétuelle, etc., etc. Et dans le texte original, il est bien précisé auctoritate, legationis qua fungimur, c'est-à-dire et par l'autorité de la légation dont nous sommes revêtus, par notre autorité de légat. C'est bien un acte de l'autorité pontificale. Et c'est encore plus vrai, il faut toujours regarder la fin des actes, si quelqu'un est assez présomptueux pour oser témérairement contredire et faire obstacle à cette constitution, que par l'autorité du Dieu Tout-Puissant et par la nôtre, presque sur le même plan, il se sache frappé du glaive de l'anathème et séparé du sein de la Sainte Mère Église. Eh bien, c'est exactement la même chose que vous trouvez dans les actes les plus solennels du Saint-Siège. Dans les définitions dogmatiques, ça finit toujours un peu comme ça. Si quelqu'un, ce qu'à Dieu ne plaise, se permettait de nous contredire, qu'il soit anathème et qu'il encourt la malédiction des saints apôtres Pierre et Paul, etc., etc. Et c'est donné à Montpellier l'an 1220 du Seigneur, le 16 des calendes de septembre. Alors, si on utilise le compute, la façon de compter le temps des latins, qui était assez compliqué quand même, pourtant c'était des gens pragmatiques, si vous faites les calendes, il faut remonter avant et vous tombez le 17 août. Si on suit Dom V7, ça paraît difficile. Mais par contre, la réalité du texte, elle est là. Ensuite, bien dans ce texte, il y a un éloge de la médecine et de Montpellier. Depuis longtemps à Montpellier, la profession de la science médicale a dû, au titre de ses glorieux progrès, de briller, de fleurir et de répandre de salutaire abondance un peu partout. Et nous avons donc pensé, tout à fait à propos, qu'il fallait s'appliquer à y entretenir l'étude de la médecine, à survenir à ses frais. Chose importante, à bon droit, la sentence du sage recommande-t-elle de vénérer cette science, attestant que le Très-Haut, ayant l'acréant, en fait quand on regarde le texte c'est bien l'acréant, tiré la médecine de la terre, l'homme de bon sens aurait tort de la répudier. Donc la médecine est bonne, la médecine est quelque chose de bon, de créé par Dieu, pour l'avantage et le progrès de l'humanité, et alors que dans le Concile de Latran notamment, dans les décisions disciplinaires de Latran, il était dit que d'abord un clerc ne pouvait pas exercer la chirurgie, ne pouvait pas verser le sang, et plusieurs mesures, et notamment d'un concile tenu à Montpellier, concile local tenu à Montpellier dans les années 1980, avaient décidé que les clercs avaient mieux à faire qu'à étudier la médecine, qui était quand même une science subalterne. Ensuite, on donne un monopole que nul n'exerce à Montpellier l'enseignement de la médecine, s'il ne l'y a exercé jusque-là, à moins d'avoir été auparavant examiné et approuvé par l'évêque de Maguelone et par quelques professeurs qu'on laisse à sa bonne foi le soin de s'adjoindre en les choisissant à son gré. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec à sa bonne foi, parce que pour moi, le bona fide, ça veut dire quelqu'un de confiance. Des professeurs de confiance qui s'adjoint. Autrement dit, nul ne pourra être professeur s'il n'est certifié par l'évêque, attention, l'évêque et des professeurs. Pas l'évêque tout seul. Et que nul ne soit appelé étudiant à Montpellier, à moins qu'il ne soit inscrit auprès d'un maître. Et cette communauté de maîtres et d'étudiants va avoir une certaine autonomie sous l'autorité de l'évêque. Que l'évêque de Maguelone s'adjoigne un maître plus ancien et deux autres maîtres pour choisir quelqu'un à qui on va donner le titre de chancelier juge. Ce chancelier juge va pouvoir rendre la justice aux maîtres et aux étudiants ou aux personnes en procès avec les étudiants ou les maîtres. Et s'il y a appel, l'appel se fait auprès de l'évêque de Maguelone. Et ceci pour les causes civiles. Pour les causes pénales, c'est à l'évêque de Maguelone d'en connaître. Autrement dit, là aussi,
comme à Paris, c'est l'évêque de Babylone il y a le fort ecclésiastique qui est confirmé. Quant à ce maître choisi, on pourra l'appeler chancelier de l'université des étudiants, c'est Universitatis Scholarium. Je laisse à votre sagacité l'interprétation qu'il faut lui donner. Que l'évêque de Babylone appuie et promeuve les sentences du dit chancelier lorsqu'il s'agit de les faire exécuter par l'autorité distriction ecclésiastique. C'est-à-dire qu'en fait, l'évêque devra confirmer ce que le chancelier aura jugé. Il faut appuyer le chancelier, et si par hasard l'évêque et le siège est vacant, c'est le prieur de Saint-Firmin qui prendra la relève. Alors là, ensuite, dans les dispositions, il y a une phrase qui est complètement tordue, mais peut-être pour une raison, on va voir, une interprétation qu'on peut lui donner. Que nul maître ou étudiant ne soit reçu nulle part parmi les maîtres et les étudiants dans les assemblées et intronisations dans les écoles, s'il ne porte la tonsure cléricale. Quand vous lisez ça, vous dites, automatiquement, ils sont tous clairs. À condition, bien sûr, qu'il ait obtenu quelques bénéfices ecclésiastiques ou ait été admis dans les saints ordres. De même pour les réguliers, il faut qu'ils y soient en habit. Autrement dit, on a vraiment l'impression que pour qu'on rate, les maîtres doivent, sinon aujourd'hui, du moins demain, être des clercs, mais bien entendu en admettant quelques laïcs si jamais eux ne sont pas constitués en dignité ecclésiastique. Alors qu'en fait, les maîtres sont quasi toujours des laïcs et le reste. Ce qui veut dire que, et on peut penser qu'une formule aussi tordue n'est pas innocente. Le doyen. Eh bien, le doyen, au sens de l'époque, c'est celui qui a été maître plus tôt et plus longtemps, qui fasse annoncer aux autres à quelle date et pour combien de temps il cessera ses cours, afin que, pendant qu'il le cessera, les autres le cessent aussi. C'est-à-dire qu'on ne se pique pas les malades, j'allais dire les malades, oui, bien sûr aussi, mais les étudiants, et qu'on ait le respect de l'ancienneté et du doyen. Alors, à partir de tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Quelle interprétation peut-on donner? Eh bien, il y a plusieurs niveaux. La première question, c'est de se dire, est-ce que c'est une demande des médecins? Parce qu'après tout, on peut se dire, les médecins sont dans un état un petit peu d'anarchie, ils passent un grand personnage, on va le voir, et on lui demande, finalement, donnez-nous des privilèges. C'est pas impossible, bien sûr. Et d'ailleurs, dans le texte, il est bien dit qu'il y a eu une concertation avec les maîtres et avec les étudiants. Mais est-ce qu'il faut en rester là? Probablement pas, parce que c'est quand même un acte souverain du légat, et que le légat est quand même lié par les consignes qu'il a reçues, on va y revenir dans un instant. Alors, est-ce que dans cette volonté du légat, est-ce qu'il y a une volonté d'encadrement de la profession médicale? On pourrait se dire, et le Concile de Latran y insistait, les médecins doivent être les auxiliaires du prêtre et doivent avertir le malade de ce qui va mal, qui appelle le confesseur. Est-ce que on cherche à mieux encadrer la profession médicale? Mais après tout, cette profession médicale, ces professeurs, ils existaient avant, ils avaient leur gloire, etc. Par contre, cette phrase tordue que je vous citais à l'instant laisse entendre que dans la tête du légat, ce serait peut-être bien qu'il y ait un certain nombre de clercs qui aient de plus en plus. Donc peut-être une sorte de noyautage, si vous voulez, de l'institution par le clergé. Est-ce que c'est un but géopolitique? Eh bien, je vous ai déjà dit que le rôle de Montpellier, la place de Montpellier, la place de l'Occitanie en tant que telle, dans la géopolitique de l'époque, n'était pas négligeable. Et donc implanter dans une région de confiance une université qui soit consacrée à la médecine, parce que cette université consacrée à la médecine, on aurait pu la faire à Salerne, mais Salerne était dans le royaume de Naples. On aurait pu faire aussi un studium générale, parce que des juristes, il y en avait beaucoup à Montpellier. Non, on fait de la médecine pour peser finalement sur une discipline, alors qu'il y a des juristes ailleurs et qu'il y a des théologiens ailleurs. Et puis on peut se demander aussi s'il n'y a pas eu un but théologique et apologique. Pourquoi? Parce que le fondement du catharisme, c'est quand même un dualisme, un manichéisme, avec l'esprit, le Dieu bon qui crée l'esprit, le Dieu mauvais qui crée la chair.
Et vous avez ici une représentation du seul sacrement des cathares qui était le consolamentum. Le consolamentum, c'était une imposition des mains qui vous donnait l'esprit, qui remettait tous les péchés. Mais une fois que vous aviez reçu le consolamentum, et vous ne pouviez le recevoir qu'une fois, si j'ose dire un peu vulgairement, c'était ceinture. C'est-à-dire, que ce soit du point de vue alimentaire, sexuel, etc., c'était terminé, à tel point que, vraisemblablement, les gens qui avaient reçu le consolamentum et qui s'en sortaient, eh bien, quelquefois, entraient dans ce qu'on appelait l'endura. L'endura, c'était s'abstenir de nourriture, ou quelquefois même privation de nourriture par l'entourage, pour être sûr qu'on meurt, de façon à ce qu'on rejoigne l'esprit. Et on peut se demander si tout l'éloge qui est fait de la médecine, et qui contraste quand même assez avec l'interdiction, par exemple, faite aux clercs d'étudier la médecine. Or là, on n'interdit pas aux clercs d'étudier la médecine, au contraire, on les incite à le faire. Est-ce que ça n'est pas dans un but apologétique de dire oui, mais la chair est bonne, oui, la médecine fait partie, éventuellement, de la voie et des œuvres du salut? Alors je vous ai dit, pour savoir entre toutes ces hypothèses, laquelle choisir, il faudrait qu'on ait tout le détail des feuilles de route, si vous voulez. Or, dans les traditions ecclésiastiques, et encore je me suis amusé à vous mettre ici la feuille de route que le pape François a donnée au cardinal Monterisi pour aller le représenter à l'intronisation de l'empereur du Japon. Eh bien, quand vous lisez ce texte, il vous dit, voilà, les Japonais donc, ont envie que j'envoie quelqu'un. J'ai pensé à toi parce que, pour telle et telle raison, donc tu vas aller à Tokyo tel jour et tu diras à l'empereur ceci et tu diras aux Japonais cela. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est fait depuis toujours dans la tradition, si vous voulez, administrative du Saint-Siège. Et il y a notamment répertorié dans l'histoire de Languedoc de Vic et d'Omécète, eh bien, il y a un certain nombre de choses dans lesquelles il dit, par exemple, tu as plein pouvoir pour réprimer l'hérésie, mais sauf de déposer les évêques, cela, il faudra d'abord m'en référer. Mais on aimerait en savoir davantage. Toujours est-il qu'on peut toujours admettre que toutes les hypothèses que je vous ai données précédemment sont valables. Et la suite? Eh bien, la suite, c'est que Conrad avait créé donc une université autonome entière de médecine. Et lorsque le pape Nicolas IV, en 1289, pour suivre un peu ce qui se faisait partout, va créer le Studium Generale de Montpellier, regroupant les enseignements de médecine, de droit, de lettres et théologie un peu plus tard, les médecins diront « rien à faire, on va rester autonome jusqu'à la Révolution ». Et jusqu'à la Révolution, l'université de médecine, sous des appellations différentes, va continuer de façon totalement autonome. Et on peut se demander si justement cette autonomie complète donnée à la médecine, bien sûr, va influer sur la suite, puisque l'école restera autonome jusqu'à la Révolution, mais va aussi influer sur la façon des Montpelliérains de concevoir la médecine, puisque la médecine, telle que l'a voulu et pensé Conrad, était une médecine autosuffisante. Et que l'ouverture, la médecine montpelliéraine qui s'intéressera à la botanique, à la philosophie, à la théologie, etc., est-ce que cette autonomie qu'on lui a donnée au départ n'a pas finalement eu une influence sur cette évolution? Donc peut-être que, bien au-delà sans doute de ce que Conrad pensait, les choses ont été lourdes de sens. Alors en fait, vous avez ici deux des sceaux, le sceau dit de Saint-Luc et puis le sceau dit d'Esculape qui est un peu plus tardif, qui fait bien référence au fait que les médecins se déclareront autonomes définitivement depuis que Conrad leur avait donné cette autonomie. Donc vous voyez que finalement, cet acte officiellement du 17 août, rien ne permet de contredire vraiment cette date, en tout cas qui est formelle et qui est de 1220, ça on en est certain, est quelque chose qui, pour Montpellier, et pour aussi la conception que l'on peut avoir de la médecine, a été quelque chose qui est original et qui a été finalement extrêmement puissant, puisque nous sommes ici 800 ans plus tard, toujours pour en parler. Je vous remercie beaucoup.
Merci, monsieur le professeur, pour cette brillante exposé qui croise l'expertise médicale et l'expertise historique dont vous avez fait preuve. J'ai été impressionné par un point qui rejoint un peu ce que j'ai pu dire tout à l'heure, c'est l'émergence de représentation de ces connaissances entre l'Église et l'indépendance qui émerge progressivement de l'université à travers tout un contexte extrêmement fort et marqué. Ça montre bien qu'à chaque époque, la représentation des connaissances évolue et qu'il ne faut surtout pas la figer sur un arrêt sur image. Donc j'ai été très impressionné par cette présentation. Maintenant, peut-être que nous avons peu de temps, parce que le temps de mon prédécesseur, qui était un métronome pour la rigueur du chronomètre, peut-on donner quelques questions? Est-ce qu'il y a des questions particulières que vous souhaiteriez poser en 10 minutes, même pas 10 minutes? Peut-être 2 questions. Ah, alors, je ne sais pas. Voilà. Je voudrais remercier Thierry Lavabre, dont je connais les qualités. Je crois que, je vais le dire pour les autres, que c'est un avéronné type. Plusieurs remarques. La première, c'est la position de l'Église pendant tout le Moyen-Âge. L'Église est devenue au XIXe siècle. Il faut ranger le micro. Voilà. L'Église est devenue au XIXe, l'Église catholique, est devenue au XIXe siècle un monument conservateur. La Révolution, il n'avait rien oublié, rien appris. Au Moyen-Âge, l'Église est un facteur de progrès. N'oublions pas toutes les règles qu'il avait fait paraître, le repos hebdomadaire, ne pas chasser sur les terres des arbres lavés, etc., etc. Le secours médical pendant le Moyen-Âge est un secours religieux. Alors on peut arriver aujourd'hui, c'était pas parfait, mais pour l'époque c'était assez formidable. Bon, c'est la première remarque. La deuxième, c'est ce côté, cette église du Moyen-Âge, en particulier Innocent III, il y avait un professeur de l'université Paul Valéry, dont j'ai oublié le nom quand j'étais étudiant, qui avait fait pendant des années son cours sur le pontificat d'Innocent III, c'est le grand pape. Mais c'est le côté temporel du pouvoir de la papauté. La question, surtout. C'est la question. Pardon. Au fait, la question. La question, c'est que je voudrais savoir comment le pontificat a pu se faire ça à Montpellier. Est-ce que c'est parce qu'il était à Avignon? Disons que le pontificat d'Avignon, la présence des papes à Avignon a certainement été un accélérateur de ce qui s'est passé au siècle d'avant. Mais c'est vrai que les papes s'installent à Avignon au début du XIVe. Et c'est sûr que ça a indiscutablement favorisé les choses. Mais je pense qu'au départ, il y a un contexte géopolitique favorable. Alors, est-ce que c'est la seule explication? Vraisemblablement non. Je crois que celle que je vous ai proposée converge finalement, et finalement dans un résultat qui a perduré. Donc, c'était quand même une idée solide au départ. Par contre, les retombées que pouvait espérer en termes géopolitiques ou autres le pontificat à l'époque, ça, c'est une autre question. Je voudrais intervenir sur 2 points. Le premier, c'est l'édit de tolérance de Guillain VIII. J'ai l'impression, moi, enfin, disons après mes lectures, que cet édit de tolérance, c'était surtout le fait que Guillain VIII voulait se débarrasser d'avoir à juger sans arrêt des disputes entre médecins, et que c'était plutôt un édit de, bon, pour pas avoir d'histoire. Voilà. On le fait passer pour un édit de tolérance, disons, moderne, mais en fait, c'était surtout pour se débarrasser d'avoir à juger entre médecins. La deuxième chose, je vous l'ai déjà dit, mais je crois qu'en fait, une des raisons principales pour lesquelles le pape Honorius III a choisi Montpellier, c'est que Montpellier n'était pas infesté par l'hérésie cathare. Et c'est pour récompenser Montpellier de ne pas être infesté par cette hérésie que le pape lui a donné les statuts de la faculté qu'il aurait pu très bien donner à des villes plus anciennes comme Narbonne ou Béziers, qui étaient eux infestés par le catharisme. C'est évident que la prégnance, notamment
Maguelone, terre pontificale, c'est sûr que ça a joué beaucoup. Sur la tolérance en tant que telle, pour Guillen, on peut avoir différentes interprétations. La tolérance, il faut faire attention aux mots, parce que bon, on en a une idée aujourd'hui qui est assez lointaine de ce qu'elle était à l'époque. Mais par contre, une autre explication qu'on en donne aussi, c'est de dire, il a pensé que donner la liberté totale, c'était un moyen de promouvoir finalement la médecine à Montpellier. Alors, bon, c'est vrai que l'anarchie, on a d'autres exemples de l'anarchie, hein, c'est à la Révolution où on dit les universités sont un reliquat d'ancien régime des corporations qui bloquent le progrès, il faut tout libéraliser, tout ira mieux. Quelques mois après, on refait 3 écoles de santé parce qu'on a besoin de médecins militaires et parce que quand même, on se rend compte que des écoles, c'est utile, même si celle de Montpellier avait continué dans la clandestinité.